Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le mardi 7 septembre 2021. Au sommaire de cette édition, les inquiétudes sur le sort de 19 combattants du mouvement Red Tabara remis aux autorités burundaises sont grandes dans l'opinion. Inquiétude renforcée par le refus du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL de s'exprimer sur ce dossier. Au sommaire également, les autorités burundaises ont échoué à mettre fin aux violences et aux violations des droits de l'homme. Le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition précise que l'accord d'Arusha n'est appliqué que partiellement. Et en page santé, la lyre de propagation de la pandémie Covid-19 inquiète la population burundaise. Des cas de personnes malades augmentent de jour au jour. Pourtant, les instances habilitées semblent minimiser la situation. Vous aurez les précisions dans ce journal. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. 7 septembre 2021, 7 ans après depuis l'assassinat de 3 religieuses de Guido Maria Conforti do Kamenge. Lucia Politi, Olga Hachiti et Bernadetta Bongia ont été sauvagement assassinés par des agents du service national de renseignement, comme l'a prouvé les enquêtes faites par la radio publique africaine en 2014 et 2015. Jusqu'à présent, la justice burundaise n'a encore rien fait sur ce dossier. Les exécutants qui avaient avoué leur participation dans ce crime et relevé les commanditaires ont été à un moment appréhendés, emprisonnés, mais finalement ils ont été sortis de prison pour être exécutés à l'instar de Jivandu Wiman. La direction de la RPA estime que la justice burundaise ne traitera jamais ce dossier tant que le pays sera dirigé par le parti CNDD-FDD. Car l'assassinat de ces 3 religieuses italiennes a été décidé par le noyau du parti au pouvoir. L'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, l'ancien patron du service national de renseignement fait général Adolphe Shimirimana, l'actuel premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, ainsi que l'actuel ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, ont été cités parmi les commanditaires de ce crime ignoble. Toujours en page droits de l'homme et le mécanisme conjoint de vérification élargi de la CIRGL refuse de s'exprimer sur le dossier de 19 combattants remis aux autorités burundaises. Une situation qui renforce les inquiétudes dans l'opinion, surtout que le sort de ces combattants dirait de Tabara reste inconnu. Bobo Rugulik. La rédaction de la RPA a contacté le commandant du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, le colonel José Rui Miranda, en date du 18 août dernier. La radio voulait des informations fiables sur la situation des combattants du mouvement Red Tabara. Des rumeurs liées à leur détention aux apparences irrégulières disaient que leur vie serait en danger, surtout que les délais légaux de détention avaient été largement dépassés. Briefé sur les raisons de notre appel, ce même 18 août, le colonel Miranda a répondu qu'il était en voyage de retour du Burundi vers la ville de Goma, le siège du MCVE. Il nous donnera donc rendez-vous le lendemain. Depuis, 2 échanges ont eu lieu entre le commandant du MCVE, le colonel José Rui Miranda, et la rédaction de la RPA, jusqu'à demander préalablement les questions à transmettre au porte-parole du mécanisme. En post-écu, avons-nous appris plus tard, n'existait pas. Après toute une semaine de silence, le commandant du MCVE, via son assistante, a fait transmettre un message à la rédaction de la RPA que le MCVE ne parlait pas aux médias avant de nous renvoyer aux États membres concernés, donc le Rwanda et le Burundi. Pour rappel, les 19 combattants du mouvement Red Tabara ont été remis aux autorités burundaises en date du 30 juillet 2021. La remise a eu lieu à la frontière burundo-rwandaise de Nemba en présence du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui est en réalité responsable et garant de cette remise de ces combattants burundais. Plus d'un mois après leur remise, le lieu de détention, les conditions de leur détention ainsi que l'état de leur dossier judiciaire restent jusque-là inconnus. Toujours au chapitre droits de l'homme, 4 individus arrêtés par les agents du service national de renseignement restent introuvables il y a plus d'un mois. Les sources de la radio publique africaine indiquent que leurs familles ont cherché dans les différents cachots, mais en vain.
Ces familles pensent d'ores et déjà que les leurs auraient été exécutées. Le détail avec Eloge Diveremesh. Ces 4 personnes portées disparues avaient été arrêtées en date du 31 juillet 2021 par des agents du Service national de renseignement, un service sous tutelle de la présidence de la République. Mis à part leur arrestation au caractère d'enlèvement, leurs familles n'ont jamais su le mobile de leur arrestation. Parmi les 4 victimes figurent 2 natifs de la commune Matongo en province Kayanza, connus sous les noms de Seleman Mionzima et Venant Kayovera. Ces 2 hommes ont été arrêtés à l'endroit appelé Gare du Nord en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura. Les témoins oculaires révèlent que les agents de la documentation qui les ont arrêtés se déplaçaient à bord d'un véhicule de type Toyota Hilux et un d'entre eux est connu sous l'appellation d'Orama. Le même jour, des agents de la documentation ont arrêté un autre prénommé Bosco, chauffeur de bus sur le parking de la Kotebu. Lui aussi, il a été conduit vers une destination inconnue. Ernest Nzambimana, habitant de la province Muramvya et ancien militaire ex-FAB, a été arrêté la même date du 31 juillet 2021 par des agents de la documentation. Ces derniers ont passé par leur informateur nommé Berkimas Ndouimana alias Djeshi, un ex-FAB détenu à la prison de Muramvya. Il fut un ancien compagnon d'armes d'Ernest Nzambimana. Les témoins ont révélé que les agents de la documentation qui l'ont arrêté se déplaçaient à bord d'une voiture de marque TI, l'ont interpellé devant une maison dans laquelle il exerçait son métier de coiffeur. Certaines sources de Muramvya ont indiqué qu'après son arrestation, il aurait été conduit manu militari en mairie de Bujumbura. Son lieu de détention reste inconnu. Les proches des familles de ces 4 personnes citées indiquent que les familles respectives vivent dans une consternation totale, d'autant plus qu'elles ont cherché dans tous les cachots, mais sans succès. Certains commencent à perdre espoir et pensent plutôt que le leur ne serait plus vivant. Pour les proches des familles des victimes qui n'ont pas voulu s'exprimer sur les micros de la RPA, le président de la République devrait suivre de près ce qui se déroule au sein du Service national de renseignement, un service sous sa tutelle, et ainsi éradiquer le phénomène de disparition forcée dont ce service est accusé mais qui reste d'actualité. Merci à toi, Eloge Diveremesh. Toujours à ce chapitre, les autorités burundaises ont échoué à mettre fin aux violences et aux violations des droits de l'homme. C'est le rapporteur spécial de l'ONU, Fabien Salvioli, qui le rapporte. Dans ce rapport, ce rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition indique que l'accord d'Arusha n'est appliqué que partiellement. Emile Lassombe. Le rapporteur spécial de l'ONU, Fabian Salvioli, cite les activités de la Commission Vérité et Réconciliation pour expliquer que l'accord d'Arusha n'est mis en œuvre que partiellement. Selon lui, la CVR se concentre sur l'exhumation des restes des fosses communes et accorde moins d'importance à d'autres aspects de la recherche de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de non-répétition, en rappelant que l'accord d'Arusha et la Constitution de 2005 sont des outils importants en ce qui concerne la recherche de la vérité. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition demande à la CVR de prioriser l'établissement des faits et d'éviter d'utiliser une procédure de pardon qui entraverait la clarification des faits ou les poursuites pénales. L'échec des autorités burundaises de mettre fin à la violence et aux violations des droits de l'homme préoccupe beaucoup aussi Fabian Salvioli. Dans son rapport qui sera présenté dans le Conseil de l'ONU des droits de l'homme la semaine prochaine, le rapporteur spécial de l'ONU indique que l'impunité face aux sérieuses violations reste endémique, avec quelques exceptions observées ces derniers jours. Selon lui, les autorités burundaises doivent éviter d'utiliser les initiatives de justice transitionnelle comme instrument de prise de parole, mais qu'avec l'ensemble de la société burundaise, ils doivent développer et mettre en œuvre des mesures qui réparent véritablement les violations massives du passé et concevoir des stratégies efficaces pour empêcher la répétition de telles violations. Au cours de la 48e session du Conseil des droits de l'homme qui débutera le 13 septembre prochain, le rapporteur spécial de l'ONU, Fabian Salvioli, signale que dans les activités de la CVR, les experts en droits de l'homme de la société civile et les victimes des violations passées sont écartés.
Toujours au chapitre droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, intervient pour le désengorgement du cachot de la commune de Chombo, en province Karouzi. Construit pour accueillir 4 détenus, ce cachot contenait depuis 10 jours 14 personnes. Leurs familles, alertées sur leurs mauvaises conditions de détention, 13 ont été alors libérées ce lundi sur ordre de la CNDH. Elle venait de passer tout ce temps en détention sans jamais comparaître devant l'officier de police judiciaire. Reste dans ce cachot de la commune de Chombo une seule personne. Après cette petite pause, nous parlons 5. RPA. La lyre de propagation de la pandémie Covid-19 inquiète plus d'un dans les différents coins du pays. Des cas de personnes malades augmentent de jour en jour et les instances habilitées semblent pourtant vouloir minimiser la situation. Les chiffres de cas positifs avancés par la Commission nationale ne reflètent pas la réalité sur le terrain. À titre illustratif, les effectifs de personnes atteintes déclarés par l'administration provinciale à Gitega sont largement supérieurs à ceux du ministère de la Santé. Le point avec Francine Mahoro. C'était dimanche dernier lorsque le gouverneur de la province Gitega a fait part de ses préoccupations quant à la multiplication des cas positifs à la COVID-19 dans sa province. Les chiffres qui font froid au dos. Plus de 1000 cas dans une période de 2 semaines. Uniquement pour cette semaine qui se termine, on a comptabilisé plus de 600 cas positifs au Covid-19. La semaine dernière, on avait recensé plus de 500 cas positifs. Cependant, ces chiffres ne riment pas à ceux du ministre de la Santé. Dans son rapport rédigé le 2 septembre, le ministre a signalé 128 cas seulement pour une période de 14 jours, donc du 19 août au 1er septembre. Paradoxalement, dans la rubrique concernant l'évolution des 14 derniers jours, le rapport sorti ce lundi est muet sur la situation épidémiologique de la capitale économique. Ce virus, qui semble ne pas être une préoccupation pour les autorités du pays, poursuit pourtant sa progression. En mairie de Bujumbura, les hôpitaux sont débordés, selon le témoignage d'une source parmi les acteurs dans la lutte contre la pandémie. Cette pandémie a accéléré sa propagation. L'hôpital Roi Khaled est débordé. Les 28 places réservées aux malades de la pandémie sont remplies à telle enseigne qu'on est en train d'accueillir les cas de malades de la pandémie dans l'urgence. L'hôpital militaire est débordé, la clinique également. Les transferts en provenance des provinces posent problème. On n'a plus où les mettre. Pour la population, les autorités sont responsables de la situation qui se présente. Les dirigeants de notre pays gèrent mal cette situation. La population n'est pas assez sensibilisée. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont fait un faux départ. Vous vous souvenez qu'ils niaient l'existence du coronavirus au Burundi. Alors, ils craignent que la communauté internationale se moque d'eux s'ils reconnaissent finalement que le virus fait rage au pays. Mais ils devraient se ressaisir avant qu'elle ne décime la population. La pandémie se répand à grande vitesse. À travers le pays, des responsables ont tenté de mettre en place les mesures et barrières, mais des mesures sans suivi. Merci à toi Francine Mahoro. Toujours à ce chapitre, après plusieurs jours de rupture et de stock de médicaments administrés aux personnes atteintes du coronavirus, il s'observe à l'Egénier en mairie de Bujumbura. Actuellement, beaucoup des hôpitaux de Bujumbura disposent de ces médicaments. Toutefois, ces médicaments manquent toujours dans les provinces de l'intérieur du pays. La plupart des malades sont renvoyés chez eux sans aucun médicament. Le détail avec Marie-Ange Irakoze. Le personnel soignant affecté dans le suivi des malades du coronavirus en mairie de Bujumbura affirme que la situation s'améliore. Contrairement au mois précédent, ils ont des médicaments à administrer aux malades dans différents hôpitaux de la capitale de Bujumbura. Néanmoins, ce personnel soignant souligne que les médicaments ne sont pas encore suffisants pour leur permettre de donner à chaque malade toute la dose qu'il lui faut, ce qui cause la résistance du virus. Car maltraités,
regrettent nos sources médecins. C'est vrai, il y a eu un changement et ils ont fait un effort. Les médicaments sont disponibles, même si ce n'est pas en quantité suffisante. Actuellement, un malade peut avoir au moins la moitié des médicaments dont il a besoin. Les conséquences sont aussi multiples car un patient ne peut pas guérir complètement sans avoir toute la cure et c'est tout à fait compréhensible. En plus, actuellement, nous faisons face à une grande propagation. C'est un autre problème qui est très sérieux. La situation n'est pas pareille dans les autres provinces de l'intérieur du pays. À titre illustratif, les sources de la RPA dans les provinces comme Gitega, Ngozi, Kirundo révèlent que les cas testés positifs à la COVID-19 sont renvoyés chez eux sans même leur donner des médicaments. À cette situation dure déjà un temps, alerte nos sources du secteur de la santé. À propos de ce problème de manque de médicaments pour les malades de COVID-19, nous n'avons pas pu joindre le ministère de la Santé ni les responsables du Comité national de gestion de la pandémie. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé en page de gouvernance, grogne chez certains militaires sous-officiers suite à la suppression des frais d'allocation familiale depuis le mois d'août dernier. L'absence de causerie morale, afin qu'ils puissent exprimer leurs doléances, frustre davantage ces militaires. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Certains militaires de la catégorie des sous-officiers disent qu'ils ont été surpris de constater que les frais alloués à l'allocation familiale ont été soustraits de leur salaire du mois d'août dernier. Ces militaires se demandent la raison de cette déduction dans la mesure où ces frais leur étaient octroyés dans les normes. Dès que l'on se marie légalement et qu'on dépose un extrait d'acte de mariage au service, on commençait alors à percevoir cet argent. Il en était de même que lorsqu'on a un enfant et qu'on le fait enregistrer dans la commune et ensuite on dépose au service l'attestation de naissance. Là aussi, on percevait cet argent, c'est-à-dire 1500 francs pour la femme et 1000 francs pour un enfant. Donc, la somme soustraite dépend du nombre d'enfants. Ceux qui ont plus d'enfants se sont vus soustraits de beaucoup d'argent. Ces frais ont été supprimés depuis le salaire du mois d'août, car le paiement de salaire se fait généralement le 26 de chaque mois. Ces militaires sous-officiers indiquent qu'ils n'ont pas été informés sur cette réforme. De surcroît, ces militaires regrettent la suppression de séances de causerie morale, d'habitude organisées par leurs supérieurs hiérarchiques, alors que c'était leur seul cadre d'expression. Nous n'avons pas eu d'explication et nous ne pouvons même pas trouver une occasion de soumettre notre question. Si une fois il se tient une réunion d'une autorité quelconque, on nous oblige d'abord de passer au commandant bataillon qui va ensuite soumettre la question à notre place. Jusqu'à présent, on ne nous a pas encore expliqué les raisons de la suspension de ces frais. Autres lamentations sont liées à la suspension des primes de spécialité et bonifications qui étaient octroyées compte tenu du salaire de base de chaque militaire dans la catégorie des sous-officiers. Le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, ne veut toujours pas s'exprimer sur les grognes de ces militaires. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. 1233, tel est l'effectif des jeunes filles qui sont précocement tombées enceintes au cours de l'année scolaire 2019-2020 au Burundi. Statistiques données au cours d'une réunion qui s'est tenue ce mardi dans la province d'Ongozi, organisée par le Sénat en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH et l'UNICEF. L'objectif de cette réunion est l'éradication des mariages précoces et le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Cyriaque Nshimirimana, le vice-président du Sénat, qui a inauguré ces activités, a demandé aux membres du Sénat, à la CNDH, aux responsables dans le domaine de l'enseignement, de la justice ainsi que de la police de conjuguer leurs efforts pour trouver solution à ces problématiques. De son côté, la CNDH s'est engagée à dénoncer et à traduire en justice les personnes accusées de mettre enceinte de jeunes élèves. Toujours en page éducation, la non-résolution des défis auxquels fait face le secteur de l'éducation depuis plusieurs années peut engendrer un mauvais rendement durant la prochaine année scolaire 2021-2022. Préoccupation exprimée par des enseignants de différentes localités du pays. Il demande ainsi au gouvernement de fournir des efforts afin de valoriser la qualité de l'enseignement au Burundi. Le point avec le vice-seigneur Mungue.
À ces jours de la rentrée scolaire, les enseignants dans les provinces du nord du pays, à savoir Ngoti et Muyinga, disaient que la majorité des problèmes entre les écoles en général n'ont pas encore été résolus, alors que ce sont des problèmes cruciaux. Cet enseignant de la province de Muyinga affirme que la plupart des écoles ont un manque criant d'officiers du maître et de livres d'élèves. En province Muyinga, presque dans tous les établissements scolaires, il s'observe un manque criant de livres. Les élèves sont très nombreux, que certains suivent les cours en étant assis par terre. Par conséquent, nous craignons que le rendement ne soit pas bon, surtout que l'effectif des élèves est très élevé, alors qu'ils n'étudient pas dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de livres dans certaines classes. Ainsi, 3 classes peuvent partager un seul livre. Surtout, il y a une rupture de livres de Kirundi dans les écoles primaires. Même les fichiers du maître ne sont pas en nombre suffisant dans certaines écoles. La situation est similaire dans la province d'Ongozi, où les enseignants se plaignent des effectifs très élevés. Une seule classe peut compter 100 élèves ou plus. Quand l'enseignant parle, l'élève assis derrière n'entend rien. Les élèves de derrière peuvent même jouer pendant le cours sans que l'enseignant s'en rende compte. Vous comprenez que c'est très difficile. Cela demande que la construction d'autres salles de classe et aussi recruter d'autres enseignants, car l'effectif des élèves continue à augmenter. À cela s'ajoute le problème d'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État qui n'est pas résolu depuis des années. Selon eux, ils perçoivent un salaire insignifiant à voir les efforts qu'ils fournissent dans les métiers. Et si nous évoquons le problème de salaire, cela dépasse l'entendement. Vous savez que tous les fonctionnaires attendaient la mise en œuvre de l'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État selon leur diplôme, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. L'enseignant qui percevait un salaire minime va alors rester dans son gouffre. La rédaction de la RPA a essayé de joindre François Abdialimana, le ministre de l'Éducation, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il envisage de faire pour trouver solution à ces problèmes évoqués par ces enseignants, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Hervé Senio Mungere. Certains enseignants de la deuxième année réclament le per diem relatif à une formation professionnelle qu'ils ont bénéficié au début du mois d'août. Ces enseignants indiquent qu'ils viennent de passer 3 semaines à attendre mes envies. Ils demandent aux concernés de leur octroyer ces frais afin qu'ils puissent subvenir à quelques besoins dont ils font face. Le point avec Roger Cuisir. Cette formation professionnelle a bénéficié des enseignants de la deuxième année dans tout le pays au début du mois d'août dernier. Un per diem d'un montant de 280 000 était réservé à chaque enseignant participant à la formation. Certains ont reçu tout le montant, d'autres en ont eu la moitié, mais la Corée réside surtout chez ceux qui n'ont perçu aucun sou. Ces derniers, il faut savoir qu'ils étaient dans l'obligation de contacter de dettes, d'autant plus qu'ils n'étaient pas pris en charge, aussi bien dans le déplacement que l'affranchissement. Ils s'inquiètent ainsi de comment rembourser ces dettes une fois qu'ils ne reçoivent pas cette indemnité. L'un de ces enseignants se lamente. Cette formation a débuté le 1er août et voilà où nous en sommes. On contractait régulièrement de dettes à hauteur soit de 5 000 francs, soit de 50 000 francs burundais. Comme dans ma circonscription de la province Bujumbura, ceux de différentes communes n'ont pas eu cet argent. Le pire est que, jusqu'à présent, aucun espoir ne nous est apporté. Ces enseignants lancent un appel à l'autorité compétente de leur prêter main forte pour décrocher leur dû. Merci à toi aussi, Eloge Cuisé. La dernière nouvelle de cette édition, les conséquences de la pénurie de carburant à mairie de Bujumbura sont déjà remarquables sur les prix de déplacement et sur ceux de quelques denrées alimentaires. Certains prix de denrées ont monté de 50 francs jusqu'à 400 francs burundais. Concernant le déplacement au centre-ville, le prix a monté de 700 francs pour le déplacement sur moto ou encore sur tukutuku. Le point avec Eric Nyozima. Alors que la pénurie du carburant dure depuis des semaines dans la ville de Bujumbura, les habitants de certains quartiers affirment que les conséquences sont visibles ce mardi. Le manque de carburant a provoqué en effet l'augmentation des prix des denrées de 400 francs. Le prix de haricots dit kinure, qui coûtait 1200 francs le kilo, coûte aujourd'hui 1250 francs. Un kilo de riz, il y a quelques jours, coûtait 1150 francs, mais aujourd'hui il coûte 1700 francs. Lorsqu'on demande la raison
raison aux commerçants, ils répondent que aussi ont acheté à un prix élevé suite au manque de carburant. Le haricot de type Kirundo qui s'achetait à 950 francs au kilo s'achète aujourd'hui à 1000 francs. L'huile de palme qui coûtait avant 4400 francs s'achète aujourd'hui 4800 francs. C'est vraiment alarmant pour le bas peuple. Notre source affirme que pour se déplacer au centre-ville à moto ou sur moto à 3 roues, appelé tukutuku, il faut débourser 500 francs de plus que le prix ordinaire. Pour se déplacer à l'intérieur du pays, le prix initial a augmenté de 1000 francs. Se déplacer avec les motos à 3 roues, communément appelées tukutuku, sur les distances où on payait 2000 francs, on paye maintenant 2500 francs. C'est la même chose sur les taxis-motos. Partout, on a augmenté de 500 francs sur le prix initial, sauf le prix de déplacement en commun par bus au centre-ville, car c'est réglementé par le gouvernement. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Capitoline Nyoniziguié, pour faire le point sur cette situation. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Je remercie aussi l'équipe de la rédaction et l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, c'était Onésime Dushimagize. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.